l'inhibition de la voie de la ROA, rokinase, améliore la fonction vésicale, le modèle expérimental d'hyperactivité vésicale. Bonjour à tous, merci beaucoup aux membres de l'Académie nationale de chirurgie de me laisser cette opportunité de présenter mon thème de recherche réalisé l'année dernière aux États-Unis à Johns Hopkins. C'était une année qui m'a permis de rechercher donc, les nouveaux mécanismes aboutissant à l'hyperactivité vésicale. Le titre peut paraître un peu compliqué, mais on va voir au fur et à mesure les différentes étapes. Donc l'hyperactivité vésicale, c'est un trouble urologique qui se caractérise par une envie urgente d'uriner, qui peut s'accompagner d'une incontinence urinaire. Et c'est une pathologie fréquente avec un large panel de patients qui va aussi bien de l'incontinence de l'hyperactivité vésicale d'origine idiopathique, du patient neurologique avec des contractions vésicales non contrôlées qui aboutissent à une insuffisance rénale. Et donc les traitements médicaux sont d'efficacité limitée. Les traitements chirurgicaux qui consistent en une ablation de la vessie et un remplacement par des intestins grêles en majorité restent extrêmement limités. Donc pourquoi le traitement reste limité? Puisque la pathologie de cette maladie reste mal connue. On sait qu'il y a un dysfonctionnement entre les contractions vésicales et les relaxations vésicales qui aboutit donc à un déséquilibre entre ces deux mécanismes. Et donc il a été suggéré que le monoxyde d'azote pouvait être induit dans cette pathologie. Donc lorsqu'on inhibe la synthèse du monoxyde d'azote, on aboutit à une hyperactivité vésicale. Et donc, mais par contre, ces mécanismes étaient mal explorés, puisque lorsqu'on donne du monoxyde d'azote, on n'arrive pas à rétablir une fonction vésicale normale. Donc l'objectif de cette étude a été d'analyser de nouveaux mécanismes qui associaient donc toujours le monoxyde d'azote avec d'autres protéines, puisque le monoxyde d'azote devrait être un cofacteur finalement de cette fonction vésicale, pour essayer de mieux comprendre ce mécanisme et éventuellement trouver un nouveau traitement. Donc un des mécanismes qui a été peu exploré, c'est la S-nitrosylation. Donc pour faire simple, c'est un mécanisme qui associe le monoxyde d'azote qui se lie à une autre protéine et qui régule à la fois les taux de monoxyde d'azote et les taux de protéines sur lesquelles elle est liée. Donc pour cela, on a utilisé donc des souris qui étaient mutées, qui n'exprimaient pas d'enzyme qui dénitrosylait, c'est-à-dire que toutes les protéines étaient nitrosylées de manière excessive. C'est-à-dire que le monoxyde d'azote était attaché à la protéine, et donc on avait un taux élevé, on avait testé une autre molécule qui est un actuateur de l'adénosine monophosphate, et donc qui réverse cette anomalie. Donc la méthodologie d'étude, j'ai utilisé 30 souris sauvages, 30 souris génétiquement modifiées, et 26 souris sauvages, donc de 3 mois. Donc le traitement, l'activateur de l'AMP cyclique a été introduit de manière intrapéritonéale pendant 7 jours, et le groupe contrôle, c'était du sérum physiologique. Donc à la fin du traitement, il y avait donc des cystométries qui étaient réalisées chez ces souris, et des analyses moléculaires par Western blot. Donc les protéines d'intérêt, donc il faut en choisir des protéines d'intérêt. Donc sur les trois grands groupes de protéines d'intérêt, d'abord les protéines qui médient la relaxation tissulaire, donc le monoxyde d'azote, la contraction tissulaire avec la voie de la rokinase et le facteur qui médie vraiment cette voie qui est la phosphorylation de la MYPT1, vous allez voir après, et le stress oxydatique qui a été montré pour être un facteur qui est associé à une anomalie vésicale. Donc toutes les études ont été réalisées en accord avec le comité de protection des animaux, qui est assez important à Johns Hopkins, et aussi toutes les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le logiciel Prism. Donc là, juste pour vous imaginer un peu les analyses, donc là, ce sont des cystométries réalisées chez la souris. Donc vous voyez en haut à gauche une souris avec une courte laparotomie d'environ 2 cm, dans laquelle on infusait du sérum physiologique, et ensuite il y avait un transduceur qui enregistrait les variations de pression vésicale. Et donc on pouvait remarquer lorsqu'il y avait des contractions qui aboutissaient à une miction, et des contractions qui étaient juste une contraction simple, sans miction associée. Donc ensuite, à la fin de l'intervention, sur un autre groupe de souris, on retirait la vessie et la prostate en monobloc, et sous microscope, ça nous permettait d'isoler la vessie et l'urètre. Donc vous voyez en bas à droite. Donc ensuite, la seconde étape était les Western blot. Donc la Western blot, là pareil, c'est un apprentissage, donc il fallait avoir chaque étape, une fois que la vessie était prélevée, il fallait donc couper la vessie, l'homogénéiser, donc ensuite la mettre sur un gel pour avoir les protéines d'intérêt dont on a parlé précédemment. Donc les premiers résultats, lorsqu'on compare les souris sauvages qui sont en haut et les souris génétiquement modifiées en bas, on constate déjà sur les cystométries que les souris génétiquement modifiées présentent plus de mictions. Donc vous voyez les flèches qui indiquent les mictions, et lorsque vous donnez le traitement, l'activateur de l'AMP cyclique, il y a une réduction du nombre de mictions. Donc là, ce sont juste les tracés cystométriques. Donc lorsqu'on analyse les résultats, vous voyez bien en haut à gauche les mictions, la fréquence des mictions. Juste à droite, les mictions qui n'aboutissent pas, les contractions qui n'aboutissent pas à une miction.
Donc il y a c'était statistiquement significatif par rapport aux souris sauvages, et lorsqu'on donnait le traitement, on diminuait donc ce nombre de mictions, donc le nombre de mictions et le nombre de contractions involontaires. Donc les autres caractéristiques par contre n'étaient pas modifiées. Donc ensuite on essaie de comprendre pourquoi on retrouvait ça sur le plan physiologique. Déjà donc sur le plan du monoxyde d'azote qui avait été montré plusieurs fois pour être associé à une dysfonction vésicale, il n'y avait pas de modification. Donc après il faut savoir que le monoxyde d'azote c'est une protéine qui est avec plusieurs sites de phosphorylation. Donc là j'ai étudié seulement 2 sites de phosphorylation qui étaient associés, qui ont un rôle majeur au niveau de l'érection, mais donc là il n'y avait aucune modification. Sur le plan du stress oxydatif, donc il y a une sous-unité régulatrice du stress oxydatif qui était élevée chez les souris mutées par rapport aux souris sauvages, mais sans modification de pré-traitement. Et les deux autres molécules que vous voyez après, c'est vraiment des protéines de stress oxydatif. La première est un générateur de stress oxydatif et les deux autres sont des protéines de stress oxydatif qui n'étaient pas modifiées. Ensuite, sur le plan de la contraction, vous voyez donc à droite, donc MYPT1, donc c'est une protéine qui est associée à la contraction vésicale. Lorsqu'elle est phosphorylée, on aboutit, vous allez voir une figure juste après, il y a une contraction plus importante. Donc là, c'était un point majeur de l'étude, puisqu'on arrivait à comprendre pourquoi ces souris présentaient plus de contractions. Donc c'était quelque chose qui n'a jamais été décrit pour comprendre comment c'est que finalement les souris contractaient leur vessie de manière involontaire par votre avec des mictions et aussi sans miction. Donc chez ces souris à droite, vous voyez sur le western blot qui est représentatif, il y avait plus d'expression de cette forme phosphorylée chez les souris mutées, donc c'est la troisième bande, et par rapport à après-traitement, elle était normalisée. Donc là, vous voyez là sur le schéma, je vais vous montrer la flèche. Voilà, donc ici, vous voyez la forme phosphorylée qui est plus importante chez les souris mutées. Donc on voit juste ici la bande qui est ici, donc lorsqu'elle est phosphorylée, cette enzyme est inactive. Donc il n'y a pas de déphosphorylation à cet endroit, donc on aboutit à une contraction vésicale. Vous voyez, donc après, lorsqu'on donne le traitement, on réduit, on normalise, donc cette phosphatase est active, et donc on est plutôt de ce côté-là. Donc sans traitement, on est ici, on descend vers la contraction vésicale, et avec traitement, on aboutit à une relaxation vésicale. Donc là, on comprend bien les mécanismes qui aboutissent à cette hyperactivité vésicale chez ces souris mutées. Et donc finalement, on retrouve un rôle primordial de cette S-nitrosylation, sans forcément mécanisme associé avec le monoxyde d'azote, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs sites de phosphorylation. Et donc là, la clé enzymatique de cette anomalie, donc le niveau excessif de la forme de MYPT1, avec aussi des niveaux élevés de stress oxydatif. Donc là, la question à se poser, c'est comment c'est qu'on a une source élevée, mais sans marqueur élevé. C'est peut-être que ces marqueurs ne sont pas spécifiques de la vessie, où il faudrait faire une mesure plus exhaustive de ces marqueurs de stress oxydatif. Donc là, il y a donc une description d'un nouveau modèle d'hyperactivité vésicale avec une réversibilité après traitement d'activateur de l'AMP cyclique qui inhibe donc cette voie de la roquinase qui était schématisée sur la figure précédente, donc qui permet une meilleure compréhension des mécanismes qui peuvent aboutir à l'hyperactivité vésicale et en même temps, ça ouvre les voies d'un nouveau traitement. Donc on pourrait imaginer par exemple sur des pièces de résection de cystectomie, par exemple, analyser ces molécules pour essayer de comprendre si on retrouve ces anomalies chez l'être humain également. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette très belle présentation. Nous sommes urologues l'un et l'autre. Nous donnons la parole aux urologues présents qui ont sûrement des remarques à faire sur cette voie de recherche du traitement de l'hyperactivité vésicale. Merci. Non, donc je félicite tout à fait le Dr Agapot de cette très belle présentation. Je voulais savoir, si j'ai bien compris, au début de l'expérimentation, les vessies ont des enregistrements avec par une cystostomie en fait chirurgicale. Exactement, il y a différents moyens de réaliser des cystométries. Voilà. Oui. Comment vous avez pu éliminer des contractions anormales simplement du fait de la technique, dans la mesure où on sait que l'ouverture de la vessie peut modifier la contractilité? J'ai déjà beaucoup pratiqué avant de faire l'expérience. Et j'ai utilisé un anesthésiant qui s'appelle l'uréthane, qui est connu déjà premièrement pour ne pas modifier la fonction vésicale, parce qu'à l'inverse aussi on peut aboutir à aucune contraction, à des tracés plats. Donc l'uréthane est connu, il y a eu des études qui montraient que ça ne modifiait pas la miction réflexe chez l'animal. Et d'autre part j'attendais, c'est-à-dire que j'attendais, ce qui est conseillé dans la littérature, c'est d'attendre au moins 30 minutes,
Comme ça, l'animal est complètement anesthésié, il n'a plus aucun mouvement, et on peut le garder pendant 2 heures, 3 heures, rester en vie, contrairement à la kétamine, où parfois l'animal peut se réveiller en cours d'expérimentation. Là, une seule injection suffisait pour garder l'animal éveillé pendant 2 heures, sachant que la cystométrie durait 30 minutes. Voilà. Comme le disent les modérateurs, j'ai du mal à apprécier. Quelle est la prévalence de cette pathologie? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Europe, c'est 12 à 16%. Mais ça touche plus les femmes que les hommes. Après, il y a 2 grands groupes de patients. Donc, il y a les patients qui sont surtout les signes fonctionnels, hein, donc il y a une incontinence urinaire associée à une urgence urinaire, c'est-à-dire une envie pressante d'aller uriner. Et à l'inverse, à l'extrême, il y a aussi des patients neurologiques qui ont plutôt donc, ces contractions vésicales, une hyperactivité vésicale, avec des conséquences sur le voie pari-urinaire. C'est-à-dire que leur vessie se contracte, et avec un sphincter, je vois qu'il est prélevé aussi l'urètre, mais ça serait une étude secondaire. Je pense qu'il y a un asynchronisme entre l'urètre et la vessie qui se contracte, et donc les urines repartent vers le rein. C'est cela donc une évolution là. Exactement, chez lesquels on proposera donc plus facilement un traitement chirurgical, puisqu'ils détériorent leur fonction rénale au fur et à mesure. C'est vrai, c'est juste pour compléter. C'est vrai qu'actuellement, on a un bon traitement, mais qui est un traitement hyper lourd, qui est la cystectomie. Alors, en fait, c'est pas des cystectomies, c'est des cystectomies sustrigonales avec des accompagnements de vessie par des patchs en intestin, et qu'on fait essentiellement chez les neurologiques et chez d'exceptionnels malades qui ne sont pas, qu'on appelle neurogènes, non neurogènes, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de maladie neurologique, mais c'est vrai que j'en ai vu qui a été jusqu'à un silence anal. Et donc, par contre, il y a un nombre de malades importants, comme il a été dit, qui ont des troubles simplement fonctionnels, avec des envies d'uriner excessivement fréquentes et qui peuvent complètement perturber la vie professionnelle. Et c'est dans ces cas-là que notamment les solutions thérapeutiques médicales peuvent être intéressantes, parce qu'ils leur permettent de faire des interventions chirurgicales aussi lourdes. J'ai une toute petite question pédiatre. Il n'y a pas de possibilité de faire de cystométrie par les voies naturelles pour moins perturber le... Il y a des possibilités, mais donc ça se fait en in vivo, c'est-à-dire chez l'animal non anesthésié. Donc c'est possible, mais la différence c'est que j'avais pas de matériel, donc il faut avoir une cage spécifique qui permettra de surveiller, laisser l'animal en vie. Et il y a 2 problèmes. Le premier, j'utilisais des souris mâles. Donc l'anatomie de l'urètre, j'ai essayé avant de le dépenser. Une anatomie, c'est un zigzag avec un espèce de Z sous le pubis, c'est donc impossibilité de passer. Par contre, chez la femelle, c'est très facile de mettre un cathéter et faire des cystométries. Après, l'autre alternative, c'est de mettre une cystostomie, laisser éveiller la souris et la laisser dans une cage, mais par contre, c'est une cage métabolique qui permettra de quantifier lorsqu'il y a une miction. Parce que là, moi, je le voyais en direct parce que l'animal était anesthésié, mais sinon, c'est un animal vivant. Il faut avoir une cage spécifique qui compte chaque goutte et qui enregistre chaque goutte. C'est ce qu'on appelle la cystométrie du niveau et sans anesthésie. Et à John Hopkins, il n'avait pas de matériel pour ça? C'est-à-dire que c'était nouveau, c'est dans un laboratoire qui étudiait principalement les mécanismes associés à l'érection. Quand je suis arrivé, ils m'ont proposé de faire un projet différent pour essayer d'élargir le spectre, puisque finalement, lorsqu'on est focalisé dans l'urologie fonctionnelle est un peu défavorisée sur l'obtention des bourses, ils voulaient essayer d'élargir un peu leur panel de recherche. Et donc c'est vrai que c'était sur un an, donc le temps de faire la demande de mon matériel. Là, j'ai eu la chance de pouvoir finir ce projet, mais sinon, ça rallonge encore plus le projet. Merci beaucoup. Merci. Très belle présentation. C'est maintenant ça.